Fin de l'enquête sur les événements regrettables survenus à Gao le 27 janvier 2015. La MINUSMA reconnaît sa part de responsabilité et promet que justice sera rendue selon les coutumes locales du pays. Les membres du gouvernement, des élus et les représentants du secrétaire général de l'ONU ont fait le déplacement pour rendre compte aux populations de Gao. L'agriculture, l'eau et l'assainissement et la bonne gouvernance prise en charge par la République fédérale d'Allemagne, elle va investir 13 milliards de francs CFA dans ces domaines, tandis que la Banque mondiale accorde 24 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la santé reproductive et néonatale. Les deux accords ont été signés aujourd'hui. On en parle dans ce journal. Après une dizaine d'années d'activité non-stop, les Jeudis musicaux du Musée national du Mali font peau neuve. L'innovation, c'est le nom. C'est désormais les Jeudis musicaux des enfants. Et bien sûr, le lancement était animé par de jeunes musiciens afin de donner le ton. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à ce 20h de l'ERTM. D'abord un mot de cette explosion à Sirakoro aujourd'hui et nous avons ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'une forte explosion s'est produite ce vendredi 3 avril 2015 aux environs de 8 heures dans une maison à usage d'habitation à Sirakoro, Meguetana, dans la périphérie de Bamako, et ayant fait un mort et 4 blessés. La victime répond au nom de Amadou Togo, âgé de 22 ans et gardien de la maison. L'intensité de la déflagration a également causé la blessure de 4 personnes, la destruction d'une partie de la résidence et d'importants dégâts sur les maisons voisines. Des équipes sécuritaires, judiciaires et médicales ont été dépêchées sur les lieux pour situer les causes réelles de cet accident. D'ores et déjà, les services spécialisés ont relevé dans les décombres la présence de composants explosifs dont les origines et la nature seront déterminées par les 10 services. Le propriétaire de la maison indiqué répond au nom de M. Kende Alassane, citoyen burkinabé, s'adonnant à des activités de commerce de composants chimiques utilisés dans l'orpaillage et ayant des antécédents judiciaires au Mali. Le gouvernement de la République du Mali rassure les populations que toute la lumière sera faite sur cet événement malheureux. Et pour plus de détails, je vous invite à écouter le procureur près le tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, Boubacar Sidiki Samaki, est au micro de Abdul Karim Kaba. Il s'agit d'une explosion qui s'est produite ce matin aux environs de 8 heures dans la zone de Sirakoro-Meguetana. De ce qu'on a pu constater, il s'agit certainement d'un explosif que l'on appelle TNT, qui certainement, à la suite de manipulations, puisqu'on a trouvé également beaucoup de détonateurs sur place, donc a provoqué cette explosion, qui a entraîné le décès du gardien du bâtiment dans lequel l'explosion s'est produite. Et on a constaté également qu'il y a eu beaucoup de dégâts, non seulement dans le bâtiment lui-même, mais également dans les maisons avoisinantes. Donc beaucoup de dégâts importants ont été constatés sur le lieu et on a constaté qu'il y a eu des projectiles qui ont été retrouvés à environ 100 mètres du lieu de l'explosion. Le propriétaire de la maison est le principal suspect. Il est de nationalité burkinabé, âgé d'environ 27 ans. Je voudrais vous dire que toutes les dispositions ont été prises par les services de sécurité et les autorités judiciaires pour que la lumière soit faite sur les faits qui se sont produits ce matin à Sirakoro-Meguetana. Pour le moment, on ne peut pas présumer qu'il s'agit d'une explosion criminelle, mais les investigations sont en cours et très rapidement, nous pourrons vous dire si ces faits sont susceptibles d'être liés à tous les événements qui sont en train de se produire ces temps-ci et qui posent des problèmes de sécurité très graves. Pour l'heure, une information judiciaire est ouverte pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et pour que tous les auteurs puissent être interpellés.
Et nous avons ce message de félicitations du président de la République à l'endroit de son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Le choix du peuple porté sur votre excellence pour assumer cette haute et exaltante mission est la consécration de votre engagement constant pour l'avènement d'une nation unie et prospère. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous exprimer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans toutes vos entreprises, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère du Nigeria. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Et c'est signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation à la tête d'une forte délégation est arrivé ce matin à Gao. Abdoulaye Idrissa Maïga est accompagné du chef de l'aménagement. La délégation est venue rassurer la population de la 7e région de l'engagement de l'aménagement en faveur de la paix. Autres points qui ont marqué les échanges, les résultats de l'enquête sur les événements regrettables du 27 janvier 2015 survenus dans la ville des Askia. Résultats publiés hier jeudi à New York. L'enquête a établi que des membres d'une unité de police constituée de l'aménagement ont fait usage de la force de manière excessive et non autorisée contre des civils pendant la manifestation, entraînant la mort par balle de 3 manifestants et en blessant 4 autres. Les précisions, c'est avec notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traoré. Après les missions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des membres du gouvernement et des députés, les forces vives de la 7e région et les autres acteurs ont demandé à ce que la lumière soit faite pour éviter de telles crises à l'avenir. 2 mois durant, une équipe pluridisciplinaire a mené son enquête. L'enquête que le secrétaire général des Nations Unies a lancée concernant l'événement regrettable qui a eu lieu à Gao le 27 janvier, aux alentours des bureaux des Nations Unies ici à Gao, ont présenté leur rapport au secrétaire général. Par la voix de son représentant spécial, le secrétaire général des Nations Unies regrette ce qui est arrivé et présente les excuses à toute la population durement éprouvée par ces événements. L'ONU, à travers l'aménagement, rassure sa disponibilité quant à la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi la justice sera rendue en tenant compte des spécificités coutumières de la zone et des normes internationales édictées par la Charte des droits de l'homme. Le secrétaire général regrette profondément la perte en vie humaine et les blessures encourues pendant cette manifestation et condamne l'utilisation excessive et non justifiée de la force par un petit membre de la police de l'aménagement. Le secrétaire général aussi s'engage à veiller à ce que les responsables de cet acte soient tenus pleinement pour leur acte. Le secrétaire général aussi s'engage à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles, selon les coutumes locales et selon les procédures appropriées des Nations Unies. Dans le contexte actuel où la sécurité est très menacée, la population de Gao apprécie le paraphe de l'accord de paix d'Alger par le Mali et ses alliés. En plus des 3 ministres, le président du Haut Conseil des collectivités et le président des mouvements républicains signataires de l'accord d'Alger étaient de la mission. En deuxième région, la société civile de Koulikoro soutient le préaccord d'Alger. Elle l'a montré à travers une marche pacifique. Ils étaient nombreux à emprunter les grandes artères de la ville. Point final de la marche, le gouvernorat où une déclaration a été lue et remise au chef de l'exécutif régional. Daouda Kouné, reportage.
nous avons paraphé l'accord. Nous allons signer l'accord pour le Mali et pour le bonheur des Maliens. C'était là les slogans qu'on pouvait lire sur les banderoles des marcheurs composés de toutes les couches socio-professionnelles venues de tous les cercles de la deuxième région. Ainsi, à travers cette marche de soutien, la société mobilisée comme un seul homme apporte sa pierre à l'œuvre de sauvegarde et de construction nationale entreprise par le président de la République et le gouvernement. Nous, force vive de la région de Koulikoro, réunis au sein du Conseil régional de la société civile, réaffirmons notre soutien aux actions du président de la République et du gouvernement en faveur d'un accord de paix global et durable, garantissant une solution définitive à la crise qui affecte le pays. Saluons les efforts louables consentis par les membres de l'équipe de médiation pour arriver à un accord paraphé par la majorité des parties prenantes. Invitons les partis qui n'ont pas encore signé l'accord de paix à le faire dans un bref délai dans le but d'aboutir à une solution définitive à la crise. Pour le chef de l'exécutif régional qui a reçu une copie de la déclaration, l'initiative est louable pour sauver le Mali. Je suis content de retrouver parmi vous des ressortissants d'autres régions. Je vois ici mes frères Tamashek, mes frères Soraï, mes frères Bella et pourquoi pas les peuples qui sont là aujourd'hui parmi vous, qui crient et qui ne demandent que la paix. Monsieur le Président des organisations de la société civile, le document que vous m'avez remis, on va le transmettre aux plus hautes autorités. Ce que vous respirez aujourd'hui, c'est le souffle de tous les Maliens. En prenant part à cette marche, la population de la deuxième région montre qu'elle est pour la paix et la réconciliation. Le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance du Mali parle lui aussi du paraphe d'Alger. Il a tenu une conférence de presse afin de donner son point de vue. Béli Kouné nous fait le point. L'accord d'Alger, paraphé par le gouvernement du Mali et certains groupes armés du Nord, était au centre d'échange de cette rencontre. Après avoir échangé avec les hommes des médias sur le contenu du document, le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali a proposé son analyse de celui-ci. Le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali trouve que ce document est bon, car il a pris en compte la réconciliation, la justice et les questions humanitaires. Il parle de la création d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur tous les crimes de guerre, les crimes sexuels et les autres violations graves du droit international. Après des discussions houleuses sur le contenu du document, le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali invite les journalistes à l'unité nationale. Il vous revient en tant qu'homme des médias d'aider le gouvernement de la République du Mali dans le cadre de la communication, de la sensibilisation, de l'information. Et vous êtes les seules personnes sur lesquelles nous pouvons compter pour la compréhension de ce document par la population. À travers cette rencontre, le réseau voulait manifester sa volonté de contribuer aux actions entreprises par les pouvoirs publics en vue de la réconciliation de tous les Maliens. Femmes, paix et sécurité, c'est l'intitulé d'un forum organisé par ONU Femmes et ses partenaires. Tenu ici à Bamako, le forum avait pour but de créer une meilleure synergie d'action et de coordination autour des initiatives pertinentes en vue de favoriser l'implication des femmes dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Sorona Kamisogo, reportage. Selon le représentant résident d'ONU Femmes au Mali, ce sont les femmes et les enfants qui ont payé un lourd tribut lors des récents événements qu'a connu le Mali. C'est pourquoi les femmes doivent être associées au processus et mécanisme de la résolution et à la construction d'une paix durable au Mali. D'où l'organisation de ce forum sur le thème « Participation des femmes maliennes dans le processus de paix en cours, défis, stratégies et perspectives ». Le forum offre donc l'opportunité de voir ensemble comment créer une meilleure synergie d'action et de coordination autour de toutes les activités pertinentes pour continuer le momentum que nous avons pu atteindre et assurer la prise en compte effective des femmes dans les organes de dialogue intra- et extra-communautaires, dans le processus de cantonnement, de désarmement, de réintégration et de réinsertion sociale qui vont suivre la signature, nous l'espérons, de l'accord d'Alger. Malgré les efforts du gouvernement pour les droits des femmes, force est de constater que beaucoup reste à faire pour garantir une meilleure
participation et l'implication effective et efficiente des femmes dans le processus de recherche de la paix. Le présent forum va certainement dégager des stratégies pour des réponses les mieux adaptées à toutes les questions posées ici par votre forum et dont les réponses seront attendues par le gouvernement. Au cours de cette journée, des thèmes ont été développés comme la crise politico-sécuritaire et les violences basées sur le genre au Mali, femmes et reconstruction de l'état de droit au Mali et la participation des femmes à la gouvernance post-crise. Le renforcement de la paix et de la sécurité, c'est la recommandation phare issue des travaux d'un groupe de réflexion internationale. C'est autour du projet La société civile pour une stratégie et sécurité humaine au Mali. Des recommandations qui ont été formulées à l'endroit de la CEDEAO, de l'État, de la MINUSMA, du consortium et de la société civile. Fadema Keita. Les communications en plénière, les discussions et séances d'analyse et de traitement ont permis aux participants et aux partenaires qui sont le WANEP, Réseau Ouest Africain pour l'édification de la paix, le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés GPPAC et la Coopérative pour la sécurité humaine HSC de dégager des stratégies et des recommandations indispensables pour asseoir une paix durable au Mali. À l'endroit de la CEDEAO, faire de la création des conseils nationaux de paix une priorité dans chaque pays État membre. À l'endroit de l'État, déployer les forces armées et de sécurité dans les zones du Nord, renforcer la présence des forces armées et de sécurité dans les zones du Sud. Le projet La société civile pour une stratégie de sécurité humaine au Mali est financé par l'Agence autrichienne de développement. Le manque de confiance entre les populations a été mentionné à plusieurs reprises comme un des grands défis. Les travaux ici autour de cette table ont prouvé que cette confiance peut exister et existe, ont prouvé d'une confiance rassurante en fait. L'initiative appuie le département de tutelle dans ses efforts de consolidation de paix et de sécurité au Mali. La sécurité humaine n'a pas de prix. Il requiert une vigilance accrue de la part des autorités et une collaboration sans faille des organisations de la société civile. Le projet vise à contrecarrer l'extrémisme violent dans notre pays et dans la sous-région. On prépare aux travaux les coordinateurs nationaux du WANEP Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Étaient aussi présents les représentants de la CEDEAO, de l'Union européenne, des organisations régionales et internationales de la société civile. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État communique. C'est un programme extrêmement important qui s'adresse à la plus grande partie vraiment des exploitants agricoles au Mali, parce que vous savez que l'exploitation agricole repose sur l'exploitation familiale. Et donc ce sont les exploitations familiales qui en réalité vraiment donc sont servies par cette irrigation de proximité. Donc non seulement le programme il est important, il correspond à nos visions de développement. L'accès d'un plus grand nombre de Maliens à l'eau et à l'assainissement fait partie des priorités de l'Allemagne. La mise en œuvre de cet accord devra contribuer à augmenter le taux d'accès à l'eau potable qui est aujourd'hui de 63% au niveau national. Ces actions visent à dynamiser la coopération entre le Mali et l'Allemagne. Et le chef de la diplomatie malienne s'en félicite. Cet appui de la République fédérale d'Allemagne contribuera sans aucun doute à la réalisation des objectifs de croissance et de développement durable de notre pays. Aussi voudrais-je en cette circonstance saluer l'exemplarité de la coopération qui unit si heureusement la République fédérale d'Allemagne et la République du Mali. Cette assistance de la République fédérale d'Allemagne à notre pays est un apport non négligeable au processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Et comme on le dit, une bonne nouvelle entraîne toujours une autre. La Banque mondiale injecte 24 milliards de francs CFA dans le projet pour l'automatisation des femmes. Un projet qui va sûrement améliorer les connaissances relatives à la santé reproductive et néonatale et augmenter en même temps les activités génératrices de revenus des bénéficiaires. C'est en tout cas l'objectif recherché, c'est ce que nous dit Bourama Traoré. La poignée de main est chaleureuse et l'enveloppe est conséquente. Environ 24 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale consent au Mali pour le financement du projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques. L'enveloppe servira notamment à améliorer l'accès des femmes et des adolescentes aux services de santé reproductive, maternelle et infantile. À long terme, l'objectif de ce projet est d'appuyer les efforts des gouvernements pour atteindre
un dividende démographique, c'est-à-dire une structure par âge de la population marquée par une plus forte proportion d'actifs, ce afin de générer des gains supplémentaires de croissance économique, comme plusieurs pays émergents ont pu le faire. Le nouveau projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques comporte 3 composantes, dont le renforcement de la demande en services de santé et de la reproduction. Il s'agit aussi de développer les compétences nationales en matière d'analyse des données. La dernière composante du projet concerne l'amélioration de l'offre de services de santé, d'où la satisfaction du ministre en charge de l'économie et des finances, pour qui, entre le Mali et la Banque mondiale, l'horizon est complètement dégagé. Cette cérémonie intervient à la suite de nombreux projets financés par votre prestigieuse institution, mais surtout, en début 2015, de l'appui budgétaire de presque 28 milliards de francs CFA, mais aussi des perspectives favorables de projets d'environ 150 milliards à financer sur les 2 prochaines années. À travers le présent accord, la Banque mondiale consent à notre pays un crédit sur les ressources IDA d'un montant d'un peu plus de 40 millions de dollars américains, soit environ 24 milliards de francs CFA. Cela pour le financement d'un projet ambitieux dont l'objectif est d'accélérer la transition démographique et à participer à la transformation du défi démographique en dividende démographique, c'est-à-dire de profiter des avantages économiques d'une population jeune. Le projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques couvre 6 pays du continent, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Mali. Une initiative régionale de la Banque mondiale et des Nations unies dont le montant s'élève à 205 millions de dollars, soit plus de 102 milliards de francs CFA. Les responsables de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux des banques et établissements financiers du Mali ont rencontré ce matin la presse. C'était pour faire le point de leur rencontre trimestrielle. Les échanges portaient sur les conditions de financement et les difficultés du secteur bancaire. Sira Bachili, compte rendu. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, renforce sa communication autour du système de fonctionnement bancaire. Ses responsables ont ainsi fait appel aux journalistes pour le compte rendu de leur rencontre trimestrielle avec les banques et établissements financiers du Mali. Ces assises ont permis de passer en revue la législation en matière de gestion de comptes dormants, entendez là les comptes non mouvementés. L'UEMOA vient de mettre en place un dispositif législatif pour la gestion de ces comptes. Une fois que le compte est déclaré dormant, au bout de 10 ans, les soldes doivent être transférés à la BCEAO. La BCEAO garde les ressources pendant une période de 20 ans. Si au bout de 20 ans, personne ne se manifeste, ni le titulaire ni ses ayants droit, les ressources sont mises à la disposition du Trésor. Situation post-crise oblige. Les hommes de presse voulaient savoir davantage sur l'état actuel de l'économie malienne. 1,7 c'était pour 2013, croissance nulle c'était pour 2012 et pour 2014, les derniers chiffres indiquent un taux de croissance de 7,2%. Essentiellement localisé dans le secteur primaire, l'agriculture. Donc, sur la base de ces chiffres, la situation économique est bonne. Mais n'empêche quand même qu'il y a certains secteurs qui souffrent un peu, notamment le secteur secondaire, l'industrie qui n'a pas enregistré les mêmes performances que le secteur primaire. Pour les banques et établissements financiers, les petites et moyennes entreprises doivent être soutenues et le secteur de l'agriculture doit être mis en avant pour la relance de l'économie. Ce qui permet aujourd'hui d'assurer cette relance économique, c'est essentiellement le secteur de l'agriculture. La campagne agricole passée a été une très bonne campagne, notamment pour le coton, où depuis quelques années, on va dépasser 2014-2015 les 500 000 tonnes de coton, donc de production de coton-graine, et qui va certainement améliorer la situation économique du Mali. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la reprise économique et la résilience de l'économie malienne a reposé essentiellement sur les PME. Et ces PME-là ont une capacité d'ajustement, une capacité d'adaptation aux crises, plus que les entreprises, les grandes entreprises. Selon le directeur national de la BCEAO au Mali, ces échanges trimestriels auxquels la presse est désormais associée permettent une synergie d'action des différentes banques. Outre la centralisation des réserves de devises de l'Union, la BCEAO a pour mission principale l'émission monétaire, l'organisation et la surveillance de l'activité bancaire ainsi que l'assistance aux États membres de l'Union.
Donner plus de poids au secteur de l'agriculture et des transports, c'est le souhait émis par les participants de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce au Mali. Une rencontre qui a pris fin ici à Bamako. Batraouri nous en parle. L'actualisation de l'EDIC, étude diagnostique sur l'intégration du commerce au Mali, voilà tout l'intérêt de cette rencontre de Bamako. Elle a regroupé spécialistes du cadre intégré et partenaires nationaux et internationaux. L'étude intitulée étude diagnostique sur l'intégration du commerce a pour objectif d'aider le Mali à intégrer son commerce dans le plan stratégique du développement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons étudié les différents secteurs retenus par le gouvernement en vue de l'aider à promouvoir ces secteurs et surtout à les intégrer. C'est un verbe clé, c'est intégrer le commerce dans le plan stratégique de développement du gouvernement. Plusieurs recommandations ont sanctionné la rencontre. Elles accordent une place de choix au développement du commerce dans notre pays. Nous avons demandé à mettre l'accent sur les questions de facilitation des échanges et il en est ressorti vraiment des conclusions telles que la mise en route effective du TRIE, du transport routier, documents de transport routier inter-État dans les différents corridors du Mali. Un autre aspect qui a été largement débattu, c'est l'aspect l'environnement institutionnel dans lequel les affaires se déroulent, dans lequel le commerce se déroule, et aussi pour voir un peu l'efficacité des différentes structures en charge de la promotion du commerce et de l'investissement. Rappelons que l'élaboration de l'EDIC implique des consultants nationaux et internationaux, de même que des partenaires comme la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ou l'autre PNUD. Les membres de la Commission des finances, de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé de l'Assemblée nationale en visite dans la région de Sikasso, précisément au poste douanier frontalier de Zégua et de Kouri. Constat, les infrastructures, notamment les aires de dédouanement, ont fortement besoin d'être réhabilitées. Nos envoyés spéciaux sont Boubacar Sissoko et Barakoumega. Dans la mémoire collective, c'est la première fois qu'une mission de l'Assemblée nationale se déplace pour s'enquérir des conditions de travail des agents de douane sur le terrain. Cela relève du renouveau prôné par les plus hautes autorités maliennes. C'est tout le sens de cette mission de la Commission des finances de l'Assemblée nationale à Zégua, Sikasso et Kouri. Les agents de douane ont évoqué toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Le ciment qui faisait les beaux jours du bureau n'est pratiquement plus importé, donc nos efforts sont concentrés ailleurs. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, on constate de l'année par exemple 2013 à l'année 2014, on constate une amélioration des recettes, bien vrai que les objectifs fixés au bureau n'ont pas été atteints. Cela se justifie, le contexte socio-économique aussi l'explique. Quand on parle des douanes, on pense que les douaniers sont les mieux lotis en matière d'infrastructures d'accueil et de travail. Le constat qui se dégage en raison de ces Sikasso est que les infrastructures et les bureaux sont très dégradés. Les cours ou aires de dédouanement ont besoin d'être dallés pour la sécurité des agents et des usagers. Il y a un problème d'aménagement des aires et magasins de dédouanement. Il y a un problème de formation du personnel. Et il y a aussi un problème d'équipement, de matériel, parce que nous sommes un service actif. Donc nous devons être sur le terrain H24. Nous devons être à toutes les frontières. Et pour cela, nous manquons énormément de moyens de locomotion et pour pouvoir faire face à nos missions. Les élus de la nation ont donc recensé les difficultés et ont promis de les remonter à qui des droits. Face à ces défis, il y a des conditions obligatoires qui doivent être remplies pour mener à bien cette mission. Ces conditions, nous avons promis à la direction régionale de Sikasso de les aider à les remplir. Au Mali, pays de fiscalité, il faut obligatoirement l'implication à 100% des ressources humaines de la douane pour atteindre un objectif. Malgré ces difficultés, les soldats de l'économie en région de Sikasso ont atteint des résultats appréciables en matière de recettes au compte du Trésor public en 2014. Ces recettes ont atteint 24 milliards 640 millions de francs CFA. Le ministre de l'Équipement et des Transports à Ségou, Mamadou Hachim Koumaré, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'avenue en 2000 et des voies d'accès au centre scolaire et médical à Pelengana. Nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Moussa Fani nous en disent plus.
C'est fini pour la moitié des travaux de réhabilitation de l'avenue L'An 2000 à Ségou. À la date du 31 mars dernier, le taux d'exécution est de 52% pour un délai consommé de 56%. C'est le constat fait par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Selon lui, la réhabilitation de ces tronçons devra permettre de faciliter la circulation dans la ville de Ségou. Je suis relativement satisfait parce que l'écart entre le taux d'exécution et les délais ne sont pas assez élevés. Et du fait qu'ils pourront rattraper ça, si les autorités locales, plus la Direction nationale des affaires foncières et le maire de Pelengana sont tous ensemble et appuyés par le gouverneur, je suis sûr qu'on pourra trouver la solution pour que cette route passe par un endroit qui non seulement va désenclaver, mais aussi ça va servir aux riverains. Il y a toujours des problèmes d'installation qui prennent énormément de temps et qui font qu'au démarrage des chantiers, on est en retard. Et aujourd'hui, on a pu rattraper ce retard qui a été accusé au début du chantier. Le ministre s'est rendu aussi sur le chantier des travaux d'aménagement des voies d'accès au centre scolaire et médical à Pelengana, une commune de la région de Ségou. L'infrastructure s'étend sur une distance de près de 2 km. Ici, les travaux se déroulent normalement selon le directeur de l'AGEROUTE. Déjà, l'entreprise a fini la couche de base sur 1 km et est en train d'approvisionner les gravions, parce que les gravions pour le revêtement viennent de Bamako. Le bitume est déjà sur place. Donc, c'est des opérations qui vont aller très vite. Pour sa part, le président de la commission des transports de l'Assemblée nationale a invité la population riveraine à Ségou à accompagner les entreprises pour le bon déroulement des travaux. Je demande à la population d'être patiente, assez de patience et de l'accompagnement surtout des entreprises pour vraiment la bonne finition de ces travaux. À l'issue de la visite, le ministre en charge de l'équipement a invité les entreprises concernées et les responsables techniques au respect du délai contractuel. Hors de nos frontières, à lancement ce vendredi matin du CIRA 2015, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le Maroc, invité d'honneur du salon, est représenté par son premier ministre. Plusieurs hautes personnalités, notamment les ministres africains de l'agriculture et les représentants des institutions financières, ont pris part à cette cérémonie. Au CIRA 2015, le Mali est représenté par une forte délégation conduite par Nango Damélé, le commissaire à la sécurité alimentaire. Envoyés spéciaux à Abidjan, Siratiki Traoré et Idrissa Traoré. Premier producteur mondial de cacao, troisième africain de coton et premier producteur mondial de noix de cola, la Côte d'Ivoire est un géant de l'agriculture dont les ressources naturelles dépassent les énigmes économiques. C'est bien dans cette bonne posture que s'ouvre le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le cadre choisi à cet effet est la commune de Port-Boué. Devant plus de 2000 exposants, le président de la République de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de rendre solennellement hommage aux producteurs ivoiriens et partant à ceux de l'Afrique. Chers parents agriculteurs, la cérémonie de ce matin nous offre l'occasion de reconnaître votre exceptionnelle contribution à l'essor de notre pays. Elle est l'occasion de vous rendre hommage et de vous célébrer à travers cette journée qui vous est consacrée. Et comme pour lier l'acte à la parole, le président Ouattara a décoré les 10 meilleurs paysans qui se sont illustrés dans la production agricole, sylvicole et pastorale. Pour l'invité d'honneur du Sahara 2015, l'Afrique peut nourrir le monde tant elle dispose des ressources naturelles. Vous avez la verdure, vous avez l'eau, vous avez les gens de bonne intention qui travaillent, vous avez une équipe qui essaie d'encadrer tout ça. Il faut y aller. Ça ne devrait pas plus se dire que l'Afrique a besoin des autres pour se nourrir. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nourrir les autres s'il le faut. Au Sahara d'Abidjan, le Mali est représenté par une forte délégation conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire. Pour lui, le thème de ce salon s'inscrit en droite ligne de la stratégie du gouvernement du Mali en matière d'investissement dans le secteur agricole. Le thème du salon, l'investissement agricole, c'est un thème qui est cher à la stratégie de développement du secteur agricole du Mali. Et c'est ce qui explique la notion d'agropole au Mali,
qui seront des zones de concentration des investissements aux différents niveaux des chaînes de valeur. Pendant les assises hier, nous avons beaucoup apprécié les performances qui ont été faites au niveau de la Côte d'Ivoire et nous pensons que nous avions à peu près les mêmes approches, les mêmes stratégies. Jusqu'au 12 avril, le monde va célébrer l'agriculture africaine à Abidjan. Donc c'est donc bien le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'actualité, c'est cet attentat survenu au Kenya par les terroristes d'Al-Shabaab, attaque qui a fait au moins 147 morts, essentiellement des étudiants du campus de l'université collège de Garissa. 24 heures après, la ville est toujours sous le choc et l'émotion était vive ce matin quand les parents des victimes ont été invités à la découverte des corps. Les commentaires sont signés Siliki Dameli. De la tristesse, de la douleur et du chagrin. L'émotion était vive ce vendredi à la morgue de Garissa, à l'est du Kenya, quand les parents des victimes ont découvert le corps de leurs proches. 147 personnes, essentiellement des étudiants, tués sur le campus de l'université de Garissa au cours d'un attentat terroriste perpétré par les Shabab somaliens jeudi à l'aube. Certains n'ont même pas eu le temps de s'habiller avant d'être abattus. Peu avaient leurs papiers et c'est aux familles de les identifier. Aujourd'hui, l'attaque est unanimement condamnée par le monde entier. Le ministre kenyan de l'Intérieur a promis que le Kenya ne se laissera pas intimider par les terroristes. Et ici au Mali, le ministre des Affaires étrangères a, au nom du président de la République et du gouvernement, condamné avec vigueur cette attaque sauvage. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour exprimer au président du Kenya, au gouvernement et à l'ensemble du peuple kenyan, au nom du président de la République du Mali et du Premier ministre aussi, toutes nos condoléances et notre compassion avec le Kenya, mais surtout notre grande solidarité, et réitérer notre détermination commune à lutter contre le terrorisme, d'où qu'ils viennent, en expliquant que ceux qui aujourd'hui commettent ces attentats n'ont pas le droit de parler au nom des musulmans. Ils mènent un combat qui n'a absolument rien à voir avec l'islam et avec les valeurs de notre prophète, béni soit-il. C'est la première fois que les Shabab s'en prennent ainsi à des étudiants, même s'ils visent depuis plus d'un an de plus en plus les civils. Cette tuerie devient ainsi la plus meurtrière au Kenya depuis l'attentat contre l'ambassade américaine de Nairobi, perpétré en 1998 par Al-Qaïda. Attentat qui avait fait, rappelez-vous, 213 morts. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République à son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris l'attaque terroriste perpétrée contre l'université kenyane de Garissa par les islamistes somaliens Shabab, causant plusieurs pertes en vie humaine et des blessés très graves. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali et en mon nom propre exprimer à votre Excellence, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère kenyan ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues, tout en formant des vœux sincères pour le repos éternel de l'âme des disparus et le prompt rétablissement des blessés. Je vous prie, Monsieur le Président, de croire en ma très haute et fraternelle considération. C'est signé Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali. Relance de crédit aux artisans du Mali, un crédit d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA leur sera désormais alloué. Les dossiers à fournir et les conditions d'accès au financement du projet ont été évoqués au cours de l'Assemblée convoquée aujourd'hui par l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Mamoudou Sidibé, les détails. Après échec du programme de développement du secteur de l'artisanat, échec dû aux mauvais payeurs, le gouvernement du Mali vient de relancer le volet crédit aux artisans. Occasion pour le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali de provoquer une assemblée pour non seulement informer les artisans, mais aussi les sensibiliser pour éviter les erreurs du passé. Dans son explication, le président a parlé des dossiers à fournir, des emplois créés ou consolidés et des conditions d'accès au financement. Pour accéder à ces nouveaux crédits, je peux rappeler rapidement les conditions. Première condition, il faut être
artisan malien. Être artisan malien veut dire qu'il faut être répertorié dans le registre des métiers d'une chambre de métiers. Deuxième condition, il faut avoir un projet viable, bancable. Troisième condition, c'est le taux de 10%. Et le montant varie de 2 millions à 5 millions et de 5 millions à 20 millions. Donc surtout, il faut mettre l'accent là-dessus. Il ne faut pas être débiteur de l'ancien crédit. Après une dizaine d'activités non-stop, les jeudis musicaux du Musée national du Mali innovent. Cette manifestation socio-culturelle et éducative a lancé hier son nouveau concept appelé les jeudis musicaux des enfants. Cet espace ludique est soutenu désormais par l'initiative avec Cannes pour la musique. L'ouverture a été bien sûr marquée par un concert de jeunes musiciens issus de milieux griots. Le reportage de Modi Boussouari. Depuis leur création en 2005, les jeudis musicaux sont devenus des événements essentiels pour les jeunes de Bamako. Chaque semaine, la manifestation rassemble des centaines d'enfants accompagnés par leurs parents le temps d'un après-midi dans cet espace convivial du musée national. Entreprise en Afrique de l'Ouest ou le développement par la petite porte, c'est le titre de ce livre qui vient de paraître. Dans cet ouvrage de 216 pages, l'auteur, à travers des constats, estime qu'en Afrique subsaharienne, seules les micro-entreprises constituent la norme des économies comme base de croissance, de création de richesses et d'emplois décents comme alternative crédible de développement économique et social. J'ai essayé simplement à travers ce livre de montrer que la réalité de nos économies en Afrique de l'Ouest est pour l'essentiel formée des micro et des petites entreprises que nous croisons dans chacun des actes de notre vie quotidienne et que si on veut véritablement développer nos pays, il faut les baser sur cette réalité-là plutôt que de continuer à entretenir le mythe d'avoir de très grandes entreprises et de très grandes exploitations familiales mécanisées qui en réalité n'existent pas dans nos pays. Partir donc de la réalité pour développer notre propre stratégie de développement économique et social. Le déclic, selon l'auteur, a été le déclenchement de la crise en 2012. Ainsi, pour jouer sa partition, il a pris sa plume afin de mettre en œuvre un ensemble de mesures cohérentes, complètes et volontaristes, et une stratégie globale permettant de faire le secteur privé le vrai moteur de croissance et de développement. Dans le livre, je fais non seulement une situation globale par rapport à la réalité de ces économies, de cette économie, qui est souvent méconnue ou ignorée. Ensuite, faire un diagnostic par rapport à tout ce que nous avons eu comme retard de développement, par quoi ça s'explique, en partant de l'histoire des révolutions industrielles, en partant sur les questions en lien avec les compétences des ressources humaines, etc. Et puis, je fais par la suite un certain nombre de propositions très concrètes qui permettent non seulement de considérer ces entreprises-là comme la vraie base de développement de nos économies, mais aussi en proposant des stratégies innovantes de financement de ces entreprises de manière à ce que véritablement on part en sorte des logiques de lutte contre la pauvreté qui sont nos réalités aujourd'hui pour s'engager dans des stratégies de lutte pour la richesse. Le livre a été apprécié à sa juste valeur par l'assistance, notamment par les acteurs du secteur privé qui pensent avoir désormais un outil de travail. Et nous avons cette annonce. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré hier les speakers en langue nationale de l'ERTM. Hier, vous avez entendu les interventions de certains de ces speakers. Ce soir, après ce journal, vous pourrez suivre la suite des interventions, notamment en langue Bonou, Bonzo, Sinofo, Mamara, Peul et Dogon. Adama Djila, expert cartographe à la retraite, n'est plus. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Nyarela. Bélikone, reportage. C'est un chevronné de l'administration des travaux publics qui s'en est allé. Décédé ce vendredi, le corps de Adama Djila a été porté cet après-midi à sa dernière demeure. Adama Djila commença sa carrière administrative en 1954 dans la section topographie du service des travaux publics. Cet expert cartographe a bénéficié de plusieurs formations durant sa carrière. Très bon dessinateur, ce dont lui ouvrit des études de cartographie à Meaux en France. D'autres études de formation le mèneront en Allemagne, d'où il sortira expert cartographe. Il travailla au TP au compte du PNUD jusqu'à sa retraite.
Les compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national et officier de l'ordre national. Cet administrateur du troisième âge, affectueusement appelé Jules par ses amis, laisse derrière lui des compagnons inconsolables. C'était un homme véridique, droit, un bon musulman. Adama et moi, on s'est connus en plein midi. Il était responsable de famille, moi aussi j'étais responsable de famille. On était côte à côte. C'est là qu'on s'est connus. Il sait qu'il peut vivre avec moi. Moi aussi, je me suis dit que voilà un type de confiance, un type honnête, un type franc. C'est tout ce que je peux retenir sur lui. Adama était un type honnête. Il n'aimait pas les mensonges. Il n'aimait pas les tricheries. Il fallait être honnête avec lui. C'était quelqu'un qui ne se fâchait jamais. Il acceptait tout. Et il donnait tout. Cet officier de l'ordre national du Mali, Adama Djila, repose désormais au cimetière de Nyarela. Il laisse derrière lui 2 veuves et 11 enfants. Dort en paix. Amen. Dort en paix. C'est tout pour ce journal. Bonsoir.